Issa avec Alain, Louis, Régis, Michel et Alain. Chaque lundi, de 17 à 18h sur Radio Shalom Litzan, Issa Nissa. Vivez tous les matchs des Rouges et Noirs. Les commentaires, les réactions à chaud. Issa Nissa. La parole est aux supporters sur Radio Shalom 89.3. Issa Nissa. Vibrez en rouge et noir. Appelez-nous maintenant. 04 93 13 15 15. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Issa Nissa, il est 17h03. Nous sommes en direct. On va parler de l'actualité de l'OGC Nice de la semaine et avec un invité, Monsieur Jean-Pierre Rivert. Bonjour, Monsieur Rivert. Bonjour. Alors, avec moi ce soir, il y a Louis. Bonjour. Alain. Bonjour. Et Régis. Bonjour. Voilà. Alors nous, j'ai préparé une petite introduction, habituellement je le fais pas, mais là j'ai travaillé un petit peu le sujet. Donc on s'était rencontrés la toute première fois, alors je sais pas si vous en souvenez, c'était lors d'un déplacement, Evian-Nice, ça va être le deuxième ou le premier match de la saison 2011, et je me rappelle, vous m'avez dit, ah bah oui, je viens d'arriver, les caisses sont vides et tout ça, comme quoi quand même aussi, le foot va vite, parce que Evian était en Ligue 1 et Evian n'est plus là. On a quand même pensé avec Louis à notre ami Eski, et nous on tutoie les sommets de la Ligue 1. Donc comme quoi, en 5 ans, ça a énormément bougé dans le foot français. Alors je sais pas si vous savez aussi, et là c'est grâce à Michel Laurégia, on prend un petit peu dans les supporters un petit peu de droite et de gauche. Vous avez depuis 5 ans fait 84 victoires, 52 matchs nuls, 53, bah oui, à Bastia, on va en parler tout à l'heure, et perdu 74 rencontres. Pas vous uniquement, hein, mais je ne connaissais pas les statistiques. Voilà. Et en coupe, on est en solde positif. Voilà, exactement. Pas en coupe. Pas en coupe. Alors, oui, on est encore en solde positif, même en coupe, en tenant compte de toutes les coupes, que ce soit la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et tout ça. On a 13 victoires pour 6 matchs nuls et 12 défaites. Ah ben voyez. Comme quoi directement. Alors, pendant 5 ans, ça a été marqué, on va dire, par 4 faits. On va dire, il y en aura peut-être d'autres, vous allez me dire. Alors la première saison, c'est la séparation qui vous a marqué. On l'a senti, on l'a vu. C'est la séparation avec René Marciglia à la fin de saison. Ça, c'est la première saison. La deuxième saison a été marquée par l'arrivée de Claude Puel qui nous a fait changer un petit peu de standing, voilà. Mmh. La troisième saison a été marquée aussi par Puel aussi, mais pas par le même, par Grégoire. Donc voilà. Donc oui, mais il y a des fois il y a des petits accros directement. La quatrième saison, elle est synonyme d'un aboutissement pour moi, parce qu'on est arrivé, c'est peut-être la saison la plus aboutie, on est arrivé quatrième avec un groupe efficace. Et a été marqué par un autre élément très important, c'est que le club a été vendu à 80% à des investisseurs sino-américains. Comme quoi, il faut quand même le signaler, et c'est ce que vous avez peut-être signalé dans le monde du foot, on peut gagner de l'argent en investissant dans le foot. Voilà, faut quand même être conscient, parce que vous avez revendu globalement à peu près la même somme que vous l'avez acheté au départ, il vous reste 20%, donc on peut dire que officiellement que vous avez gagné de l'argent. Donc dans le foot, on peut gagner de l'argent. Donc voilà, et c'est la dernière. Donc on peut gagner de l'argent et en plus en faisant grandir le club. Exactement. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Gagner de l'argent c'est une chose, mais ce qui est important c'est de faire grandir le club. Voilà, parce qu'en fait, souvent on dit oui c'est toujours à fond perdu et tout ça, donc. Comme quoi, ça arrive. Et la dernière saison, c'est la saison actuelle. Alors, moi, je me rappellerai toujours d'une interview que nous avons eue ici, quand je vous avais parlé de Lucien Favre. Vous m'avez dit, mais non, c'est pas de notre portée. Un entraîneur comme ça, c'est pas de notre portée, c'est pas possible. C'est les mots exacts. Bon, je vous avais dit aussi que je ne le connaissais pas. Donc voilà. Donc on est arrivé, Louis il rigole, mais c'était bien vrai. Oui, je vous confirme, bien sûr. donc voilà. Il a insisté. Vous savez, il faut comprendre une chose. Quand vous avez un club avec des moyens limités, ce qui est notre cas,
Si dans un mercato, vous dites, je fais tel joueur, je vous prends un exemple très récent, Depay. Ça sort dans la presse, alors que nous, on préférait que ça sorte pas. J'ai croisé Jean-Michel Aulas l'autre jour à Paris, il me dit, moi je le félicite, il a fait Depay. Il me dit, mais tu sais que c'est grâce à vous qu'on a fait Depay, parce que, voilà, donc, à partir du moment où Nice peut faire un joueur, d'autres clubs beaucoup plus fortunés peuvent faire autre chose. Oui, et nous piquer des joueurs. Donc c'est pour ça que dans un mercato, je dis toujours, et je continuerai, je ne serai jamais, je dis la vérité tout le temps, sauf pendant un mercato. Parce que sinon, vous êtes mort. Quand vous avez un gros chéquier, vous pouvez annoncer que vous allez acheter tel joueur, personne ne viendra s'opposer à vous, difficilement. Mais quand vous avez pas trop de moyens, un peu plus qu'avant peut-être, mais pas trop de moyens, il faut être vigilant sur les noms que l'on sort. C'est un fait. Bon, on va quand même en reparler à la fin de l'émission. Hein. On va pas vous lâcher comme ça, quand même. Non, mais aucun problème. On va pas vous lâcher comme ça. Comment vous avez vu ce résumé? Est-ce qu'il y a des petites choses qui manquent? C'est possible, sûrement possible, parce que c'est un résumé quand même relativement succinct. Non, mais un résumé a pour principe de sortir des grands événements. Donc là, vous avez, je pense, résumé les grands événements qui ont jalonné le club. Après, la construction d'un club, c'est fait d'une multitude de détails et de choses. Mais c'est vrai que l'arrivée, je vais reprendre assez fidèlement ce que vous avez dit, que l'arrivée de Claude Puel a été effectivement un changement de... D'abord, ça a été pour nous la possibilité. Bon, j'ai passé une première année un peu blanche, comme je dis. On arrive, tout est fait, tout est en route, c'est un peu compliqué. Donc vous subissez, et puis après vous décidez de prendre les mesures nécessaires. Donc les mesures nécessaires, c'était pour nous le projet qu'on a évoqué, c'est-à-dire que voilà, s'appuyer sur les jeunes, la formation, faire des économies en matière de gestion, et puis la reconstruction de ce qu'on appelait l'ADN du club. Ce qui est compliqué, parce que l'ADN du club, c'était on mouille le maillot et on y va. Et ça, c'est pour changer toute la culture d'un club, du plus petit au plus grand là-dessus, ça prend des années. Et pour faire ça, il vous faut des architectes capables de le faire. Et Claude faisait partie des gens, et qu'il a très bien fait d'ailleurs, de nous aider dans cette tâche, de modifier l'ADN du club pour arriver à le résultat d'aujourd'hui, qui est plutôt du beau jeu, et ainsi de suite. J'essaye de pas être trop long, excusez-moi. Non, mais on vous écoute. Après, voilà, après vous parlez des événements avec Grégoire. Bon, continue par Paula. Bon, on sait que ça a été un sujet compliqué pour nous et qui nous a amené effectivement à un moment donné d'arrêter les choses parce que c'était pour moi devenu plus possible. Voilà. Et l'arrivée de Lucien, qui est la continuité du projet de Claude et de notre projet surtout, parce que c'est le projet de l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'à un moment donné, encore une fois, Claude a fait un super travail chez nous et je l'en félicite. Mais à un moment donné, on nous a dit, il y a Claude Puel et point barre. On a démontré qu'un club, ça va bien au-delà des hommes. Que ce soit un président, que ce soit un entraîneur, ainsi de suite. Voilà. C'est le projet d'un club, pas d'un homme. Alors, messieurs, on va suivre le fil de l'émission habituelle, hein. Mais vous pouvez participer activement, parce qu'on va parler de Bastia-Nice, d'un 3e match nul, en 3 matchs, après 2 défaites en coupe. En même temps, je vais vous poser la question. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, on rentre un petit peu dans le rang. Alors certes, il nous manque des joueurs. Vous savez, en ce qui nous concerne, tous les journalistes, enfin vos confrères ont toujours dit la première place. Pour nous, la première place, elle est complètement anecdotique. Alors quand on disait ça, on pensait qu'on jouait les modestes, mais en réalité, il faut être conscient de ce qu'il y a en face de nous. En face de nous, vous avez des équipes qui s'appellent Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Alors Marseille un petit peu moins cette année, qui ont des effectifs énorme, avec de grands joueurs et un banc colossal. Nous, on le sait, on a une belle équipe, mais on a une équipe qui est décimée. Enlever aujourd'hui 6 ou 7 joueurs dans chaque équipe, même s'ils ont les bancs qui vont avec, ils seront un peu plus en délicatesse. Aujourd'hui, on fait le dos rond, on a une période délicate à ce niveau-là, on a une équipe très jeune, on semble l'oublier, donc quand vous demandez à des jeunes de prendre la place des titulaires, c'est un peu compliqué pour eux, c'est pas simple, il faut du temps. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en manque de résultats. Mais encore une fois, on n'a pas la pression de la première place. Quand on regarde le classement aujourd'hui, je trouve que la première partie de championnat était remarquable. Vous vous rendez compte que Monaco est à peine 2 points devant nous et n'a jamais eu autant de points de son histoire à cette période de l'année. On l'oublie.
Donc effectivement, on est pour l'instant sur une série un peu délicate, mais bon, j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance aux joueurs, et puis quand tout le monde va revenir et va pouvoir s'exprimer, je pense qu'on reprendra les choses. Et de toute façon, on n'a pas de pression sur ce haut de tableau. Si je regarde le classement aujourd'hui, je me dis logiquement on devrait finir au pire 4e, ce que j'espère, et puis on va se battre tous ensemble pour essayer de faire mieux, mais on verra bien. On va revenir sur les C'est déjà très bien. Louis, ce match. On avait des questions justement sur les ambitions de classement après la saison, on en parlera après. Mais en tant que supporter, moi je suis conscient des efforts qui ont été faits, je suis conscient qu'on a fait une première partie de championnat magnifique, je suis conscient qu'on a une équipe avec des stars, des joueurs qui se battent, des jeunes qui sont prometteurs. Mais je suis très déçu des 3 matchs de championnat qui se sont écoulés, où on a perdu, j'ai trouvé, toutes nos qualités de vivacité, de circulation de balle, d'impact physique, parce qu'on en avait aussi, et surtout d'avoir gaspillé, parce que c'est comme ça que je le ressens, d'avoir gaspillé les points qu'on avait si durement acquis, en battant Monaco chez nous 4-0, avec de la réussite, c'est toujours vrai. En faisant le nul à Paris, alors qu'on aurait pu, comme beaucoup d'équipes, sombrer là-bas, on mène 2-0, bon, on est malheureux, est-ce que c'est le stress, etc. On est malheureux, mais on lâche 2 points chez eux. Mais au-delà de ces matchs-là, ces points durement acquis, moi, mon sentiment, c'est qu'on les a galvaudés sur les 3 matchs qui ont fini, enfin, un a terminé la saison, c'était à Bordeaux, qui est une équipe du ventre mou, et qui ne mérite pas autre chose. On reçoit Metz, alors on a des absents, mais eux, ils en ont autant. Ça a été un match que j'ai trouvé le plus mauvais à domicile. Et on va à Bastia, qui est dessiné aussi. Ils n'ont pas d'attaque, ils ont fait des changements en défense. Il y a leur stopper qui est parti à Lorient, ils ont pris un Lorientais défenseur, enfin un micmac. Je sais pas trop ce qui s'est passé chez eux. Il a fallu peut-être qu'ils vendent pour récupérer 1 million d'euros. Voilà, moi, c'est ce que je regrette. Est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes que les joueurs sont en situation de galvauder, comme vous dites, pour reprendre votre expression, ce qu'ils ont chèrement acquis? Il faut avoir de la lucidité, vous savez. Dans cette première partie de saison, on l'a dit et répété, mais des fois c'est pas audible. On a des matchs, vous citez des matchs, où on a perdu des points, entre guillemets, parce qu'à Paris on peut perdre. Monaco, on gagne 4-0, peut-être que la réalité du score c'est plutôt 2-0. Puis on a eu des matchs que nous avons gagnés, mais on aurait pu perdre. Oui, mais l'entraîneur aurait perdu sans arrêt. On aurait pu perdre ces matchs-là. Donc on les a gagnés, alors pas qu'avec de la réussite, aussi avec un état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez une équipe quand même qui a perdu beaucoup de ses cadres, notamment créatifs. Vous pouvez pas demander à un jeune qui entre de remplacer un Belanda, un Seri, comme ça, du jour au lendemain. Il faut de l'apprentissage. Il faut pas s'illusionner. On n'a pas 20 joueurs aujourd'hui d'égalité, de même niveau. Mais je comprends donc ça, président. Il faut pas que vous soyez aujourd'hui critique. Et entre guillemets, il faut réaliser quand même, on est encore 2e. Et je vous dis, il y a des équipes, s'ils avaient subi une telle saignée au niveau des absents, je pense qu'ils seraient pas peut-être aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, il faut savoir être patient. La saison est encore longue, il y a encore des points à prendre. Mais n'imaginez pas que l'on galvaude ou qu'on lâche des points. Non, c'est un ressenti purement personnel. Et je me doute bien que les joueurs n'ont rien lâché. Et une chose quand même, 2 points. Enfin, sur les 2 derniers matchs. Et c'est surtout pas une excuse. Hein. Ne considérez pas que je prends ça comme une excuse. Mais quand vous jouez au ballon, il faut des bonnes pelouses. Or, le match chez nous contre Metz, c'était injouable, et à Bastia hier, c'était pas très jouable. Mais c'est pas une excuse, hein. Les autres équipes ont bien joué, et c'est notre faute si on en est là, mais c'est pas la faute de la pelouse. Mais malgré tout, c'est un élément important, la pelouse. Ouais, il y a un auditeur et un internaute qui nous a posé la question sur la pelouse. D'ailleurs, on va y revenir sur cette pelouse. Alain, le match. Les ballons, les rebonds. Président, alors sur le match ou sur la première partie du championnat? On peut faire les deux. Alors sur la première partie du championnat, président, pensez-vous justement que les bons résultats que nous avons acquis sur le terrain viennent du fait donc de l'entraîneur, surtout avec sa nouvelle façon donc de mettre en place l'équipe sur le terrain, et ceci a été peut-être un effet de surprise contre les équipes que nous avons jouées, qui n'étaient pas habituées donc d'avoir une équipe en face jouant un 3-5-2. Non, l'entraîneur, c'est sûr. Cette première partie de saison, on lui doit en grande partie, mais aussi aux joueurs, au groupe.
On a un très bon groupe. Après, c'est pas le 3-5-2 qui a fait l'effet de surprise. Toulouse, l'année dernière, joue en 3-5-2 toute la saison. C'est pas une surprise, le 3-5-2. Simplement, je pense qu'on a un groupe qui a très très bien joué au ballon, qui retrouvera son football. Ne vous inquiétez pas, il reste encore beaucoup de matchs, et qui a eu un état d'esprit remarquable. Vous savez, il nous est arrivé souvent de gagner des matchs aussi à la fin, de s'accrocher ou de tenir un résultat. Des fois, vous avez un petit peu de réussite. Bon, en ce moment, la réussite n'est pas là. Je suis pas inquiet. Encore une fois, il faut savoir, il faut être très lucide quand on regarde les choses. Et la lucidité, vous pouvez pas aujourd'hui vous dire Paris, Lyon, Monaco, c'est des équipes où logiquement on n'a pas sur le papier de quoi rivaliser. On rivalise encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il faut pas se plaindre. Surtout pas. C'est dommage. Alors Bastianis, nous avons vu donc les images. On a senti quand même une certaine frilosité, alors qui est peut-être tout à fait naturelle vu le contexte donc bastiais. Mais ne pensez-vous pas justement, alors on va parler véritablement au niveau donc la tactique de jeu, ne pensez-vous pas que qu'il aurait été peut-être préférable de faire un 4-4-3 à ce niveau plutôt qu'un 3-5-2 dans une confrontation, en sachant que c'est difficile, et surtout en ayant lu donc les commentaires de l'entraîneur par la suite, en disant que il se sentait un petit peu étriqué en milieu de terrain. Alors, il est certain que 4 milieux de terrain Bastiais plus 5 niçois, ça fait 9, et il est certain qu'on peut pas trop écarter sur le côté. Vous savez, le coach a pour principe d'abord, on a un très grand coach. Et ce qu'il a fait de remarquable, que vous soulignez tout à l'heure, il faut pas sur 2-3 matchs se dire ça y est, il est devenu mauvais. Non, simplement le coach compose avec les joueurs qu'il a, et peut-être que de temps en temps il aimerait faire un 4-3-3 ou autre chose, et qu'il ne le fait pas parce qu'il fait en fonction des joueurs dont il dispose. C'est une chose qu'il m'a souvent dit, donc il compose avec l'effectif qu'il a. Après les choix 4-3-3, 3-5-2, moi je considère que vous savez le rôle d'un président c'est de faire beaucoup de choses avec mes équipes, parce que moi seul je ne fais rien bien évidemment, mais tout ce qui est le domaine du sportif, quand vous confiez les rênes à un coach, vous lui laissez les rênes. Après je peux avoir des avis sur des sujets, mais franchement quand j'ai un grand pro comme Lucien, je lui fais confiance et je le laisse dérouler. Régis, Bastianis. Moi, contrairement à Alain, j'ai vu du mieux. J'ai vu des joueurs concernés, on l'a vu, on est mené. Ils font tout pour remonter, on remonte logiquement. Après, il y a une expulsion bastiaise, pour ne pas dire une agression, enfin bref, c'est des faits de jeu, il y a une expulsion. Les Bastiais se mettent en défense. Nous, on bute en permanence, mais on mène le jeu, on travaille bien. Moi, j'ai vu du jeu, j'ai vu plus de jeu contre Bastia, je trouve, personnellement, que contre Metz. Voilà, on aurait pu gagner ce match. Vu les circonstances, peut-être que les joueurs étaient un petit peu ailleurs inconsciemment, mais je les ai sentis concernés. Ils avaient l'envie de bien faire et c'est bon pour le futur. Moi, je sens bien le futur. C'est sûr qu'on a les absents. Ça, on peut rien faire. Il faut attendre qu'ils reviennent, en espérant que la Côte d'Ivoire soit éliminée et que Serré revienne rapidement. Voilà. C'est mon souhait. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura l'équipe type, je sens bien. Cette année, on a des joueurs qui me font plaisir parce qu'ils ont envie de jouer ensemble. Moi, j'ai le plaisir de les voir. On le voit quand ils marquent un but, ils sont tous les uns sur les autres. Et ça me parle, quoi. Donc je sens, on est dans une bonne année. Et c'est pas fini. Je pense que le championnat n'est pas fini. Oui, c'est vrai, c'est ce sentiment de frustration qui est énervant à Bastia. Parce que à Bastia, globalement, on l'a vu, sur quelques moments, on a activé un petit peu, on a été un petit peu plus vif, on a été un petit peu plus rapide. Ils étaient à la pêche, faut être objectif. Et c'est ce sentiment-là où on se dit, purée, allez, on augmente un petit peu le niveau de jeu, on augmente un petit peu de rapidité, on va les avoir, quoi. C'est évident. Non mais regardez, vous prenez Lyon. Je ne regarde pas souvent les matchs. Hier, j'ai regardé le match Lyon-Marseille. Marseille fait 2 offrandes, c'est vrai. Mais Lyon fait un très beau football. D'accord ? La semaine précédente, ils perdent à Caen. 3-2.
on peut s'interroger. Est-ce qu'ils ont galvaudé le match ou est-ce qu'ils l'ont pris à l'envers? On m'en voulait, hein. Non, mais je dis ça parce que je vous assure que les joueurs, mettez-vous la tête des joueurs. Ils vivent une saison on la vit pas souvent une saison comme ça. Donc ils sont dedans, ils sont à fond. Le coach a dit un mot. Vous savez, le coach a souvent des mots justes et des conclusions, je trouve très souvent très saines sur la fin d'un match. Il dit, je pense qu'on a voulu gagner et on a oublié de jouer. Et notre salut passera par le jeu. Malheureusement, on a vu sur Bastia, il y a eu beaucoup de fautes individuelles dans les transmissions, ainsi de suite, qui nous ont lourdement pénalisés. Et quand vous avez ce genre de phénomène, on a la deuxième équipe la plus jeune d'Europe. Quand vous avez des jeunes qui, se trouvent sur un match, nécessairement le match se passe pas bien. Donc, je pense que il faut qu'on se remette à jouer au ballon. C'est vrai que quand vous avez certains cadres qui ont la qualité pour jouer encore mieux au ballon que certains peut-être, ça facilite la fluidité d'un jeu. Donc c'est un ensemble. Je pense que moi je partage votre avis. Je pense que laissons revenir petit à petit, essayons de perdre le moins de points possible en route. Et puis encore une fois, si en fin d'année on finit 4e, 3e, 2e, soyons aussi très heureux. 2e, 3e, je serai heureux. 2e sûrement. 3e... Alors, je le prends. Quatrième, moi, je suis déçu, quoi. Moi, je voulais dire, en tant que président, 4e, si on peut rejouer une Coupe d'Europe, je serais content parce que ça voudra dire que le club va continuer à grandir. Je sais que ce championnat, c'est long et difficile, hein. Il grandit, le club, hein. Parce que on n'a pas parlé, je mets en intro par rapport au début, vous n'avez pas parlé du centre de formation. Alors, est-ce qu'on va sur une politique, de temps en temps de vedettes, avec des jeunes qui vont rentrer régulièrement Non. Vous savez, on fait un camp d'entraînement, donc, y compris le centre de formation. C'est un très gros investissement pour le club. Gros investissement. Je ne devrais pas vous dire ça, mais je vais vous le dire. On a lancé ce centre, enfin je l'ai fait volontairement parce qu'il fallait avancer, on a lancé ce centre sans le financement au départ. On se posait la question justement, on en discutait avant. Voilà, je n'ai jamais fait de ma vie ça, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait cette fois-là parce que je me suis dit, si ça se passe pas bien en financement, on aura des solutions, je suis pas inquiet. Mais c'est peut-être aussi le lancement de ce camp qui a amené des investisseurs et ainsi de suite. C'est un tout, vous savez, un club de football. On a la chance que la Caisse d'épargne avec la BPI viennent de nous suivre sur ce financement, donc on est très heureux et on les remercie. Je l'ai appris, vous voyez, aujourd'hui, donc je vais les appeler pour les remercier. Mais bien sûr que notre projet il change pas. Après, quand vous avez la possibilité, ce qui n'est pas toujours évident, de faire venir des joueurs comme Dante, de faire venir joueurs comme Belanda, Balotelli, à côté de jeunes, mais les jeunes, ils progressent vitesse grand V. Oui. Vous savez, le parcours de Sarr, depuis le début de saison, il a Dante à ses côtés, je pense qu'il a contribué à sa croissance. On va oublier le match de Bastia parce que c'est anecdotique dans sa jeune carrière. Mais nous, on est là-dedans, sinon on n'investit pas 15 millions d'euros dans un camp d'entraînement. Donc vous êtes appelé à faire venir des vedettes pour faire grandir les jeunes. On n'est pas appelé à faire venir des vedettes. Les vedettes coûtent très cher. Par contre, des cadres, des joueurs d'expérience capables de faire grandir nos jeunes, oui, c'est un bon équilibre. Mais il faut des moyens. Pour les vedettes, ça coûte trop cher. Parce que si on prend l'exemple d'Athènes, nous a fait grandir certains joueurs. Moi, je vois un Mendy qui était déjà pour moi grand, mais qui est devenu très très grand. Avec Athènes, on parle de l'année dernière. Donc cette année, c'est sûr que si on prend Dante, il est en train de faire progresser une défense, mais c'est phénoménal. Le début de saison de la défense, pour moi, est exceptionnel. C'est pour ça que moi j'y crois encore un peu. Reste à prouver, on verra contre Monaco, on aura la meilleure attaque contre la meilleure défense. Donc mais bon, on voit que c'est ce genre de joueurs qui font progresser des joueurs. Moi, je veux juste revenir sur les objectifs. Vous me dire, on va faire grandir le club, jusque-là, aucun problème. C'est quoi l'objectif cette année? Mais très simple. Un objectif, j'aimerais bien avoir un objectif chiffré. Est-ce que si on est après de la 5e place, ça fait la grosse déception? Est-ce que le but est d'arriver dans les 3 premières? Voilà. Je vous réponds. Je réponds. Voilà. Attends, mais je l'ai dit tout à l'heure. Moi, si demain on finit 4e et qu'on est en Coupe d'Europe, je serai très content. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pas essayer de regarder plus haut. C'est pas le manque d'ambition.
Vous avez une lucidité des grosses écuries avec des budgets qui ont rien à voir avec les nôtres. Donnez-nous 20 millions d'euros de plus, je vous assure qu'on fait une très belle équipe. Bon, il faut être lucide là-dessus. Alors souvent, la place est corrélée au budget. De temps en temps, il y a des petites anomalies qui arrivent, et heureusement, ça fait partie du football. Mais voilà. Après, bien évidemment, si on est 4e, 5e, je me dis, tiens, c'est dommage, peut-être la saison où on peut accrocher un peu mieux. Mais redisputer une Coupe d'Europe, je pense que ça nous permettrait de continuer à faire grandir notre club. Parce que la Coupe d'Europe, quand vous la pratiquez 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous grandissez. Les jeunes grandissent très très vite sur ces matchs. On n'a pas passé les poules cette année. On aurait pu le faire, peut-être avec un peu de réussite. C'est pas le cas. Avec un meilleur tirage. Je suis persuadé, parce qu'on n'a pas eu un tirage facile avec des équipes qui ont de gros budgets. Mais je suis persuadé que si on rejoue une Coupe d'Europe, une Europa League, on passera les poules l'année prochaine. Oui, moi j'ai encore un avis différent. C'est-à-dire que si on avait sur la Coupe d'Europe, je pense qu'avec plus d'expérience, on passait sans aucun problème. C'est ce que je viens de dire. Alors que en coupe, par exemple, les 2 autres coupes, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, j'ai pas eu la même sensation. Chaque match de Coupe d'Europe en sortant de la rencontre, c'est bête. On aurait pu faire quelque chose. Alors que sur les matchs que ce soit de la Coupe de la Ligue, que ce soit la Coupe de France, j'avais pas cette sensation-là. Coupe de la Ligue, sincèrement, moi je vais vous donner ma sensation. Je sais plus quand Lorient a marqué son but, mais avant le but de Lorient, j'étais très serein parce que j'ai vu qu'une équipe sur le terrain, et puis après ça s'est inversé. On n'a plus vu que les Lorientais après. Mais jusque là, franchement, j'avais pas d'inquiétude. Hein. Ben oui, mais c'est dans l'adversité qu'on est bon. Oui, mais ne demandez pas. Encore une fois, vous savez, quand on a monté notre projet, nous savions qu'il fallait du temps. Je vais revenir, je vous donne un exemple. Les 2 dernières saisons, la 3e saison, avant ces 2 dernières, il y a eu un dernier match à Toulouse. On fait un dernier match à Toulouse. On joue avec une équipe qui avait une moyenne d'âge, je crois que c'était la plus jeune de la saison. À 10 minutes de la fin, on gagne 3-0, avec un très beau jeu. On prend un but, 10 minutes, on en prend un deuxième tout de suite après, on gagne, mais on aurait pu se faire égaliser. C'est la jeunesse. Vous ne pouvez pas demander à un jeune de grandir trop vite, il faut du temps d'apprentissage. Donc quand vous avez une équipe jeune, vous ne pouvez pas demander à des jeunes de réaliser des choses, il faut leur laisser du temps. Et on sait que quand on perd des points avec des jeunes, plus tard on en gagnera. Donc soit on en fait jouer, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, soit on fait jouer des anciens et puis on fera jamais des progrès. C'est un équilibre difficile à trouver. Hein. Alors président, bien sûr, si on a des joueurs cadres, bon, ça fait mieux jouer l'équipe. Les jeunes sont quand même plus à même d'exprimer donc leur qualité naturelle. Ce cas, c'est que quand même contre Lorient, on joue bien, on prend un but, on se fait de suite éliminer. Pour moi, c'est quand même une faute professionnelle. Parce qu'à ce niveau, en sachant que sur cette coupe, on a une possibilité de récupérer peut-être, d'une part, un petit peu d'argent, et surtout, on peut aller peut-être au bout si on a peut-être un peu plus de niaque. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a une mauvaise analyse du jeu. C'est mon avis personnel. On peut pas dire parce qu'on a des jeunes contre l'Orient, on perd. Non, c'est pas ça. Non. Il y avait quand même des cadres à ce niveau, et on est passé complètement à côté du match. Non, attendez, je ne suis pas dans votre analyse. D'abord, il y avait combien d'absents contre l'Orient ? Je m'en souviens plus. Mettez 8 ou 7, vous aurez le bon compte. Mais au-delà de ça... C'est l'Orient. Oui, c'est l'Orient. Mais vous prenez 60... les 60 premières minutes sont bonnes. Faute professionnelle, mais une faute professionnelle, vous avez joué au football, monsieur. Bien entendu, mais c'est pour ça. Vous n'avez jamais perdu des matchs. Vous avez un match qui bascule et qui bascule dans le mauvais sens. On était tous très déçus. Est-ce que vous imaginez que les joueurs ont fait exprès de perdre à Lorient ? Absolument pas. C'est pas du tout mon propos, là, président. Vous prenez un but un peu bizarre et après vous plongez. Et vous plongez, vous avez une équipe qui est revigorée comme ça arrive souvent. Voilà, c'est tout. Alors, faute professionnelle, la faute professionnelle, c'est quoi ? C'est de pas avoir aligné la bonne équipe, c'est d'avoir mal joué, c'est quoi la faute professionnelle ? Moi, à ce niveau, la faute professionnelle, je pense que ça vient au niveau de l'entraîneur, au niveau donc de la gestion de l'équipe. Écoutez... Mais c'est personnel, hein, président, je veux dire, Moi, mon coach, il a une confiance totale. Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Et après... On peut avoir l'avis, bien évidemment, différent de dire, mais tiens, il a fait une faute professionnelle pour prendre votre terme. Moi, c'est pas mon avis et encore une fois, je pense pas que notre coach soit un mauvais coach, loin de là. Non, c'est pas dans ce sens, je dis ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on joue tout le temps avec un système de jeu qui est établi.
Et de temps en temps, on voit que nous avons des difficultés à changer, disons, cette tactique de jeu quand on voit qu'en face, on commence à perdre, disons, face à un adversaire qui a modifié son style de jeu dans le cours du match. C'est cela que je mets le point dessus. Et je pense que Favre à ce niveau, excusez-moi, je pense que c'est pas dans sa mentalité, mais c'est pas une critique, c'est une constatation, qu'on s'entende bien, je veux dire, c'est pas une critique, c'est une constatation. Partant de là, je trouve qu'on a perdu des points cette année qui étaient largement, disons dans nos possibilités de récupérer. On a gagné des matchs, effectivement, avec un petit peu de chance, où on aurait pu perdre très logiquement. La balance, peut-être en fin de saison, va peut-être s'équilibrer, j'espère. C'est vrai que ça serait un petit peu dommage, avec l'effectif que nous avons, avec les cadres que nous avons, avec le style de jeu que nous mettons en place, peut-être terminer pas au pied du podium, au pied de la 4e place. Si je peux me permettre, vous avez des mots lourds, faute professionnelle pour un entraîneur. Non, mais parce que c'est un son style alors de jeu. Que si on en est là, avec ce jeu et cette qualité de jeu, on lui doit beaucoup à notre coach. Et franchement, on a un coach qui est remarquable je trouve, dans la façon dont il fait travailler l'équipe, il fait progresser les jeunes. Je peux pas lui tenir rigueur d'un match avec une faute professionnelle. Vous avez des mots très lourds. Non, mais président, ce n'est pas ça. Il est dur. Non, c'est parce que nous sommes des c'est passionnés. pas parce que je défends mon coach, c'est simplement qu'on a un très bon coach. On ne critique seulement que les gens qui ont de la qualité, on est bien d'accord. Oui, pas toujours. Ouais. Donc on sait que il a une connaissance du football tout ça, mais je pense qu'à un certain moment. Après, vous savez, je ne connais personne. Moi, le premier, je me trompe souvent. Bien, tout le monde. Et les gens qui ne se trompent pas, je n'en connais pas. Donc, est-ce que notre coach s'est trompé ou pas? Ça, je ne commenterai pas ce sujet-là parce que je le partage pas. Mais voilà, après, on peut faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on regarde la saison que fait notre équipe avec le coach que nous avons, c'est un pur bonheur d'avoir un coach comme ça. Donc on va terminer dans les premiers. Et Alain, on n'a qu'une défaite. Hein. Oui, mais parce que quand même 4 défaites. Vous savez, la difficulté, c'est que on en veut toujours plus. Voilà. Non, mais le problème, mais on est gourmand. Le problème, il est là, c'est on est tous très amoureux de notre club, on a tous très envie qu'on réussisse, mais je sais pas si vous réalisez où on en est cette saison avec les moyens que nous avons. Alors j'insiste sur ces moyens. Mais on les connaît pas, les moyens. Mais attendez, Paris, 550 millions de budget. Monaco, on est au-delà des 200. Lyon, on est dans la même catégorie. Et nous, on va flotter entre 40 et 50 millions. Mais vous savez ce que ça représente, 50 millions de plus, ou 100 millions de plus, ou 150 millions de plus en masse salariale? Mais on réalise pas, quoi. On réalise pas. Non, mais c'est sûr que si on s'élève et qu'on regarde la situation, effectivement, j'étais d'accord tout à l'heure, je le suis encore maintenant, j'ai pas changé d'avis. On est satisfait, on prend la 3e place, on prend la 2e place qu'on a actuellement. Mais quand on se focalise, si on regarde les 3-4 matchs qui se sont passés, les 2 éliminations, effectivement, en tant que supporter, on est déçus. Mais on se dit, il y avait mieux à faire. Mais voilà. On est tous déçus, les joueurs en premier. Tout le monde est déçu de nos résultats. Mais il faut savoir aussi, quand on a ces résultats-là, ne pas partir en vrille et regarder l'ensemble d'une saison. On part pas en vrille. Non, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr que cette première partie de saison a donné des espérances à beaucoup de gens. Mais nous, on essaye, dans nos propos, de tempérer ça, parce qu'il faut être lucide sur les forces en présence. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se battre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. C'est pas ce que je dis. Mais il faut être lucide. Alors, on va arrêter sur cette partie-là. Quelques petites questions. On vous en avait parlé tout à l'heure. C'est vrai que lors du match Nice-Metz, des tribunes, on n'a pas ressenti le défaut de pelouse aussi bien que sur le terrain. Si bien que quand on a vu les résumés ou à la télé, voilà. Ouais, quand on a vu les résumés télé, on s'est dit c'est vrai, c'est un truc de fou ça. Avec cette qui peut faire avancer à l'Alliance Riviera le problème de la pelouse? Alors, nous sommes locataires, la mairie ne peut rien faire, seul l'exploitant peut décider ou pas de changer la pelouse. Logiquement, on devrait avoir une bonne nouvelle après 3 ans de bataille. On devrait avoir un changement de pelouse tel que nous le souhaitons à l'intersaison. Je dis bien logiquement, j'ai pas encore un feu vert définitif de l'exploitant, mais
Il en a fait la demande auprès de ses actionnaires, qui sont différents. Enfin, ils sont plus nombreux. Et j'espère qu'on aura à ce moment-là une pelouse digne de ce nom. Parce que quand vous voulez faire du beau jeu, alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a la pelouse qu'on a fait match nul contre Metz. Hein. Non, mais par contre, ça contribue quand même. Quand vous avez une équipe qui joue au ballon en passe, et c'est compliqué de jouer sur une mauvaise pelouse. Et souvent, on le sait, les équipes qui, alors je cherche pas d'excuses encore une fois, mais les équipes, mais qui jouent bien au ballon, elles passent plus difficilement l'hiver parce que les terrains sont plus beaux, ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est pas des excuses, hein, je partage comme vous le sentiment que c'est dommage, ces 3 matchs nuls, on est tous contrariés de ça. Mais il y a des moments un peu plus délicats dans une saison, nous le vivons en ce moment, j'espère qu'on vivra de meilleurs moments plus tard, mais ça fait partie du jeu, quoi. Est-ce qu'il y a des clauses spéciales concernant la pelouse, c'est-à-dire est-ce que il y a un maximum, admettons, on peut changer 3 fois la pelouse dans la saison, tout ceci, ou absolument pas? Le problème, quand vous changez une pelouse, notamment en hiver, elle n'a pas le temps de s'enraciner. Donc elle tient pas, elle marche pas. Bon, cette année, on a une chance. Pour l'instant, il n'y a pas de match de rugby. Mais la pelouse a été un sujet récurrent pendant 3 ans. Je pense que enfin, nous avons l'écoute de notre exploitant. Et j'espère qu'à l'intersaison, on aura la bonne nouvelle d'avoir une pelouse qui nous permettra de se faire plaisir, parce que la pelouse, c'est le point de départ du beau jeu de football. Mais encore une fois, c'est pas à cause des pelouses que nous avons fait des matchs. Il y a des équipes sur le terrain, enseignant. Voilà. Combien peut se chiffrer une pelouse comme celle de l'Alliance, à peu près? Il faut poser la question, mais dans 150 000 euros. Quoi. Okay. Après, une vraie pelouse hybride telle qu'elles sont installées dans d'autres stades, c'est 1 million d'euros. D'accord. Parce qu'il faut refaire le sol, il faut le concevoir différemment, c'est toute une conception complètement différente. Mais j'ai bon espoir pour l'intersaison. Louis, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos relations avec les partenaires, avec les actionnaires actuellement? Moi, je me suis fait la réflexion à plusieurs occasions sur des diffusions. C'était à Paris, mais à l'Alliance aussi. J'ai vu à vos côtés un des actionnaires principaux, Chien Li. Il se dit que c'est un passionné, idem pour son collègue Alex Zhang. Je voulais savoir si cette impression que j'ai de passion, vous découvrez la même chose. Est-ce qu'ils sont empressés? Est-ce qu'ils sont là Non. Chen Li est pas un passionné de football. Alex Zhang, le chinois, l'est plus. Il connaît mieux le football, entre guillemets. Mais ce sont des partenaires pour l'instant parfaits parce que ils nous laissent gérer le club sans aucune intervention. Ils se sont collés à notre projet, donc ils nous laissent faire. Ils savent qu'on va essayer de franchir étape par étape, tranquillement, sereinement. En ce moment, on est en train de travailler, notamment en Asie, pour développer la connaissance de l'OGC Nice en Asie. C'est un travail de longue haleine, encore une fois, qui prend du temps, mais qui est en train de prendre. Les médias aujourd'hui en Chine parlent beaucoup de l'OGC Nice. Alors notre position au classement facilite les choses bien évidemment, mais voilà, c'est un travail de fond qu'on va opérer pendant plusieurs années avec eux. Et voilà, j'espère que leur présence nous permettra, et j'en suis même convaincu, nous permettra de faire grandir petit à petit le gym. Alors quand je dis petit à petit grandir, c'est les ressources, c'est ainsi de suite, le sponsoring. C'est un travail de longue haleine, mais qui, je suis convaincu, portera ses fruits. Donc on a pour l'instant beaucoup de chance d'avoir ces actionnaires à nos côtés. Ils n'ont pas proposé de vous donner un coup de pouce supplémentaire immédiatement pour le mercato? On va y venir au mercato. Oui, c'est pour ça que je voulais pas poser la question. Comme on est dans l'actionnariat. Comme on parle de grandir la marque OGC Nice, sur le site, sur le forum, on me demande pourquoi on n'arrive pas à avoir des maillots directement via Amazon, Amazon c'est un exemple, et que ce soit aussi compliqué que ça pour avoir des maillots pour les expatriés en fait. Alors, vous savez, les expatriés, il y a un site internet, ils peuvent acheter des maillots, pas besoin de passer par Amazon, il suffit d'aller sur notre site internet, ils peuvent acheter des maillots qu'on leur livrera. Après, tout ce qui est marketing, je veux dire, on part de zéro, quoi. À l'international, on part de zéro. Ah oui, mais c'est pour ça. Donc, il y a un travail colossal à faire, qu'on est en train de préparer, de travailler. Donc, il faut du temps, voilà. Soit, vous savez, en football, soit vous avez beaucoup d'argent d'un coup, et vous pouvez aller beaucoup plus vite, soit vous construisez. Mais malheureusement, ce qui est important dans la construction, c'est d'abord de faire de bonnes fondations. Quand vous avez de bonnes fondations, vous pouvez vous dire, je peux monter des étages petit à petit, pas trop vite, mais raisonnablement. Et voilà, ce qui est important, c'est d'inscrire ce club dans la pérennité.
Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit on va essayer de se mettre dans le top 10 et puis de temps en temps d'aller chatouiller l'Europe. Bon, pour l'instant, on est dans ce schéma-là et j'espère qu'on confortera ce schéma avec le temps. Mais encore une fois, quand les saisons se passent bien, comme cette année, vous voyez, si en début de saison, je vous avais dit, tiens, on finit 4e, qu'est-ce que vous en pensez? Vous m'auriez dit, super, président, super. Peut-être pas. Voilà. Mais maintenant, vous me dites, 4e, c'est catastrophique, 5e, c'est catastrophique. C'est fou. Ça s'emballe un peu trop vite. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais je peux vous comprendre, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a pris goût, hein, parce que bon, maintenant il y a du jeu. Moi, je parle au niveau jeu, c'est fantastique. Bon, les actionnaires sont là pourquoi? Est-ce qu'ils prennent en charge la masse salariale ou est-ce qu'ils sont appelés à mettre de l'argent pour acheter de grands joueurs? Non, les actionnaires sont là pour faire grandir le club. Donc les actionnaires ont racheté une partie du club. C'était important pour moi. Deuxièmement, ils ont prévu des sommes pendant maintenant encore une année. Et puis après, on trouvera des solutions pour continuer à faire grandir le club, comme je vous dis, à travers des ressources. Donc les actionnaires sont là parce que ils ont cru à notre projet. Ils ont cru à ce qu'on leur a présenté et puis aujourd'hui, ils continuent à être à nos côtés pour ce projet. Mais on n'est pas dans un schéma d'un McCourt qui arrive en disant je vais mettre 200 millions. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais je l'avais dit dès le départ, dès leur arrivée. Mais après, encore une fois, laissez-nous travailler avec du temps et puis on essaiera de grandir. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus obligé de vendre nos joueurs, en gros. C'est déjà un point important. Ça fait un petit moment que vous l'avez dit, c'est qu'on n'était pas obligé de vendre nos joueurs. Ça fait au moins 2-3 ans. Ça nous a fait du bien de vendre Papy Mendy cet été, sinon on n'aurait pas fait ce recrutement-là. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de mercato. Il faut bien en parler un petit peu quand même. Bien sûr. Vous savez que c'est la période où je dis on va essayer de vous torturer un petit peu. Jusqu'à maintenant, j'étais dans la réalité des choses. Maintenant, on part dans le virtuel. Alors, l'avait dit. Non. C'est bon, laissez passer. Cette rumeur, c'est enfin tu. Non, par contre, vous avez commencé à me parler tout à l'heure de 2P. Et est-ce que vous pensez pas que Jean-Michel Aulas a essayé de vous doubler avec un petit encore, comme quoi vous avez eu Balotelli la dernière fois? Bon, écoutez, il dispose de moyens financiers que nous n'avons pas, donc on n'était pas dans le même angle d'attaque sur Depay. Bon. Disons qu'on était très tôt sur Depay, et puis après il y a d'autres personnes qui se sont mis dessus avec des éléments différents. Donc et j'ai clairement dit il y a 15 jours, on n'a pas la possibilité de suivre sur ce terrain-là, parce que le salaire de Depay à Lyon est très important, et puis vous avez le montant du transfert et des bonus, ça représente beaucoup d'argent. Quasiment à moitié du budget de l'OGC Nice. Et qu'en est-il de Clément Grenier, voilà. Pour Clément Grenier, je peux dire que c'est un sujet dont on a parlé, discuté, qui est pas finalisé. Sinon, je vous dirais tiens, on a fait Clément Grenier, mais ça fait partie des pistes qu'on a regardées. Oui. Est-ce que vous pensez que sur un concurrent direct, puisque Lyon, on peut quand même considérer, même s'ils ont 9 points de moins que nous, ils ont un match en retard. Ils peuvent remonter à 6 points. Voilà, et nous, et on va chez eux. Exact. Pensez-vous qu'il y aurait peut-être une possibilité, alors je ne parle pas de Grenier spécialement, mais pensez-vous qu'il y aurait une possibilité éventuellement de temps en temps de se faire prêter peut-être 1 ou 2 joueurs Alors, par des clubs concurrents, c'est très compliqué. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des gros clubs qui ne veulent pas nous prêter des joueurs parce que on peut être concurrent. Voilà. Est-ce que vous pensez que Lyon est dans cette démarche ou non? Je sais pas, on verra. Je vous dirai à la fin. Non, parce que je reviens sur ce Grenier. On va dire que tous les médias s'accordent. Non, mais Grenier fait partie des joueurs qu'on a regardés. Et croyez-moi, on regarde beaucoup de joueurs. Mais on regarde toujours. Là, au jour d'aujourd'hui, on le regarde toujours. Ou ça s'est arrêté. Fait partie des joueurs qu'on regarde comme d'autres. Alors encore une fois, ce mercato, je l'ai exprimé, on n'a pas les moyens de dépenser. On a dépensé beaucoup d'argent cet été, on n'a plus de quoi dépenser. Donc on essaye de trouver des solutions intéressantes. Si on peut faire 1 ou 2 joueurs, on les fera. Et si on les fait pas, on attendra que notre effectif revienne. Et puis on a une recrue qui est Michael Lebihan qui va revenir. Mais encore une fois, il sort d'une longue indisponibilité, donc il va falloir du temps pour retrouver le rythme et certainement quelques mois. Est-ce qu'on peut connaître quand même la surface de l'enveloppe? Non, il n'y a pas d'enveloppe parce qu'on n'a pas d'argent pour transférer. Donc si on prend des joueurs, c'est comme je dis, des prêts, des options, des prêts ou des joueurs libres. Enfin. Donc il n'y a pas d'enveloppe. D'accord. Je l'avais exprimé il y a 15 jours, justement pour calmer un peu les ardeurs, parce que j'entendais des noms ronflants venir de partout. Donc
C'est après Balotelli, c'est vrai que on se permet, on se permet de rêver. Encore une fois, Balotelli, c'est un joueur, on l'a eu dans des conditions que vous connaissez, c'est-à-dire pour 0 €. Bon, il y a un salaire en face, bien évidemment, mais voilà, 0 €. Quelles sont les chances c'est de ça le la garder? difficulté. Bien sûr. Quelles sont nos chances de le garder? Aucune idée. Aucune idée. Non mais c'est-à-dire est-ce qu'on a prévu déjà une année supplémentaire ou non. Pour l'instant, il est là chez nous et puis on verra après ce qui se passe au mois de mai. Et franchement, j'ai aucune idée de la suite de Mario chez nous. On a lu aussi, là c'est une rumeur, même moi j'y ai pas cru, de Dimitri Payet. Ou à Nice? Oui. En prêt, mais il y avait un salaire de 123 000 livres par semaine. Donc, attendez, s'il y a quelqu'un qui a écrit ça quelque part, il faut qu'il arrête d'écrire. Président, je vous le dis, c'est impossible. Vous pourrez pas le faire. Non, mais on se pose. Vous savez, je dis toujours que tout est possible, mais après il y a des choses, vous savez d'avance, c'est pas la peine d'y aller. Payet, aujourd'hui, vous avez un club qui demande je ne sais plus combien en transfert à Marseille. Pourquoi voulez-vous qu'il prête à Nice en prenant en charge son salaire? C'est pas audible. Donc c'est une rumeur qui est pas audible. Voilà, bon. Après, on peut tout écrire. Messi aussi, et Neymar l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Au niveau de la cellule de recrutement, est-ce que, disons sans dévoiler bien entendu les secrets, c'est plutôt donc sur une base européenne ou une base asiatique, une base Amérique du Sud? C'est pas une base asiatique en ce moment, c'est plutôt l'Europe, l'Amérique du Sud. On regarde beaucoup d'endroits, même l'Australie, vous voyez, donc on regarde beaucoup d'endroits et puis on essaye de détecter des joueurs capables de venir à Nice et dans nos moyens financiers et avec surtout le profil que l'on recherche. Donc, on part pas dans tous les sens. On a des zones plus travaillées que d'autres, mais on a une cellule qui grandit petit à petit, ça fait partie de la croissance du club. Elle a pas trop mal marché parce que si on regarde le Bihan est venu de Ligue 2, le Marchand pareil. Donc moi c'est quand même Cyprien, voilà, et Cyprien cette année. Donc moi c'est une bonne cellule de recrutement. Oui, vous voyez qu'on on n'est pas tous durs. Non, mais c'est une très bonne cellule de recrutement. Le problème, c'est que maintenant, et c'est un travail très difficile pour eux. Dès qu'ils dévoilent un nom, un club s'intéresse, surtout un concurrent. C'est le cas de Paye. Vous savez, il y a pour mémoire, il y a 4 ans, je ne serais pas le joueur, mais un très 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 bon joueur. On était d'accord sur tout. Il devait venir chez nous, c'est sorti dans la presse. On ne l'a plus jamais eu chez nous. Parce que le club a dit c'est pour Nice. Non, pas du tout. Pas lui? Non, pas du tout. C'est bien mieux que ça. Et voilà, et c'est sorti dans la presse et le club a su que c'était pour nous. Ils ont dit terminé. C'est pas Cahuzac, comment? Non. Non, mais vous pensez que le mercato est, bon, on est à 10 jours de la fin, là. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez, je viens de vous dire, on aura peut-être une opportunité, ou deux, ou pas. Voilà, là je vous mens pas. Non mais voilà, mais c'est quand vous dites une opportunité ou deux. Non mais soit je bien vous dis, ou non. Non mais attendez, voilà. Soit je vous dis écoutez, il y aura aucune recrue. Bon, je pourrais vous le dire. Bon, s'il peut y en avoir une ou deux, on essayera de les faire. Et puis s'il y en a pas, il y en a pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, je peux pas vous dire. C'est un mercato. Une fois, ça tient par un fil. Après, le fil grossit. Après, 2 heures après, le fil, il y en a plus. Enfin bon, c'est compliqué un mercato. Donc j'en sais rien. On travaille. Après, Président, il n'y aura pas de départ. Hein. Écoutez, si on vous propose 50 millions pour Pléa, qu'est-ce qu'on fait? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. 52 millions, on réfléchit, président. Non, mais on ne vendra pas un joueur maintenant. Non, il faut le garder. On ne vendra pas un joueur maintenant. Quel est le profil de... On peut vendre un joueur où on peut considérer qu'il n'est pas indispensable, mais bon, oui, qu'on peut doubler qu'on son peut poste. laisser partir, voilà. Mais voilà, il y a des joueurs qu'on laisse pas partir. On n'a pas besoin d'argent, donc on va pas cette saison vendre. Pourquoi? Pour prendre de l'argent? Oui. On n'est pas dans la difficulté de certains clubs qui ont besoin de vendre des joueurs pour combler leur déficit. Cette année, on n'a pas besoin puisqu'on a vendu Papi Mendy l'été dernier. Donc c'est pas du tout. Aujourd'hui, on reçoit une très grosse offre sur un club, on ne le vendra pas. Je parle pas de PA, je parle de joueurs qui nous semblent indispensables dans le dispositif. Quel est le profil des joueurs recherchés? Alors, on sait que bon, c'est un milieu de terrain, et alors après, on avait entendu un milieu de terrain défensif et un milieu de terrain offensif, donc qui jouerait peut-être un petit peu. Là-dessus, je m'exprime pas. D'accord, ok. Voilà, parce que d'abord, on a un très bon groupe.
avec des joueurs de qualité. Et si on doit prendre quelqu'un, je dis bien si, ce sera quelqu'un qui sera là pour, on l'espère, renforcer le groupe. Mais sinon, voilà, vous avez des joueurs de qualité, on a un groupe de qualité qui l'a suffisamment démontré en première partie de saison, où ça se passe très bien. Bon, on a Mathieu Bodmer qui est parti. Bon, peut-être que si on peut compléter ce départ, bon, on le fera, voilà. Oui, d'ailleurs, on risque de le revoir dimanche à l'Alliance. Oui, il marque pas un but quand même, ça serait quand même... J'espère. Je sais pas s'il a pas encore suivi, non. Mais a priori, c'est encore... J'avais une question annexe qui est liée à votre arrivée et l'évolution du club. Je me disais, il y avait combien de personnel administratif quand vous êtes arrivé? Et depuis 5 ans, je lis souvent le staff a été renforcé, il y a des kinés en plus, il y a des gens à la cellule de recrutement. J'ai pas le chiffre exact en fait, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est en croissance, c'est-à-dire qu'on a plein de secteurs où on a par exemple la cellule de recrutement, elle s'est étoffée et elle continuera à s'étoffer. Ça fait partie de la croissance progressive d'un club, et si on veut bien travailler, il faut effectivement, alors on a déjà des équipes remarquables, mais si on veut encore mieux travailler, il faut s'étoffer dans tous les secteurs. Et ça part vraiment dans tous les secteurs du club, que ce soit sportif, administratif, stade, enfin, c'est la croissance d'un club. Mais encore une fois, c'est une croissance contrôlée. Et nous ne jouons pas, on ne prend pas de risques financiers où on peut se retrouver du jour au lendemain en culotte courte. Il y a le risque sportif qui existe déjà sur la descente, vous parliez tout à l'heure d'Évian, mais sur le plan financier, on n'est pas, avec Julien, on est des gens assez prudents et on fait attention à ce qu'on dépense. Cette année, on s'est quand même... C'est pas mal de choses, mais avec une certaine mesure. Président, il avait été dit lors de la construction du stade donc de l'Alliance Riviera que justement cet outil de travail permettrait à l'avenir d'avoir des rentrées suffisantes donc financières concernant donc toutes les loges. Il en est quoi exactement au niveau donc du pourcentage de... Alors, ça c'est pas mes propos déjà. Ah non, mais je dis pas oui, c'est ce qu'on a lu donc dans les journaux. Moi je me souviens que vous avez dit qu'il nous coûtait plus cher que ce qu'il nous rapportait. Moi j'ai dit juste une chose, au Stade du Ré vous aviez très peu de frais et moins de recettes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez beaucoup plus de frais, plus de recettes qu'au Stade du Ré. Il y a des saisons où on gagne de l'argent et des saisons où on équilibre. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est sur une bonne dynamique, et que on va ouvrir les abonnements pour la future saison beaucoup plus tôt que prévu. Et je pense que l'année prochaine, en ce qui concerne les VIP, ainsi de suite, les loges, on sera, d'après ce qu'on me dit, presque plein. D'accord. Bon. Donc, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, un nouveau stade, il faut, les charges sont importantes. Je suis ravi d'avoir ce stade, parce que si on n'avait pas ce stade, franchement, on n'en serait pas là. Mais attention, dire, un nouveau stade, on gagne beaucoup d'argent, ça, c'est des propos qui n'ont jamais été tenus par moi et qui sont un peu excessifs, je trouve. D'ailleurs, dans ce stade, dimanche, il y aura un match à 15h face à Guingamp. Et Mathieu Bodmer, peut-être. Ben oui, mais ça fait toujours peur un joueur qui revient. Vous n'êtes pas le seul. Qui revient à Nice. Ça me fait toujours peur. À un moment donné, je me dis, on perd le match à cause de lui, je vais avoir les boules, donc voilà. Donc comment vous voyez le match, Louis? D'abord, il y a une opération, citoyenne, puisqu'il y a une récupération de vêtements usagés. Pas au courant? Totalement. Et il y a des enfants qui sont de nouveau invités. Encore. Voilà. Très bien. Voilà. Ouais, les enfants, c'est important pour nous. C'est une belle initiative. Parce que quand on joue le dimanche à 15h, on peut faire venir les familles, les enfants. Et franchement, les 2 premières initiatives qu'a eu le club, moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir, parce que j'ai vu pendant 1h30 avant le match des enfants, des parents avec le sourire. Dimanche, contre Guingamp, on fait une opération spéciale en partenariat avec la métropole aussi, sur les stations de ski et tout. Il va y avoir plein d'animations. Et voilà, un stade, c'est pas qu'un match de foot. Ça doit être un lieu où on partage des moments, on partage du plaisir et du bonheur. Et vous voyez, l'objectif que j'ai pour cette année, au-delà de la place, c'est d'essayer de donner le plus de bonheur aux gens et de sourire. Parce que c'est important. Et je pense qu'il faut être positif et positif jusqu'au bout. On va croire aux choses jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est donner du sourire et du bonheur aux gens. Alain, Guingamp, Nice-Guingamp. Guingamp joue bien au ballon. Bon, Nice, normalement devrait gagner. Maintenant, je veux dire, bon, Guingamp a quand même ça va être une belle confrontation, je pense. On a des retours, non? Ben oui. Qui réintègre l'équipe? Ce sera peut-être en état de jouer.
Alors, je pose la question. On invitera Julien Favre. Lucien Favre, dès que Nicolas veut, on lui lance déjà l'invitation. Ça joue bien au football. Ils sont 5e, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est ça. Il y a pas un match simple. Il y a Cardinal et Bass, normalement, qui devraient être disponibles. Peut-être le Marchand, je ne sais pas ce qu'il a eu. Est-ce qu'on peut avoir des petites nouvelles de Hassen, le gardien, au niveau donc de il est sa en train blessure de reprendre tranquillement. Il va rester sur la deuxième partie ou est-ce qu'on a parlé d'un transfert possible aussi? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de proposition concrète. Après, s'il peut avoir du temps de jeu ailleurs, on regardera. Mais encore une fois, pour l'instant, il est juste en reprise, donc laissons-lui le temps de reprendre. Régis, comment tu vois le match? Guingamp, Guingamp 5e. Possibilité de faire de nouveau un bel écart, ce qui nous assurait au moins la 4e place. Surtout qu'il y a un Monaco PSG au même moment. Voilà, il y a un Monaco PSG. Bon, moi, je pense que... Pour reprendre la première place. Oui, on reprend la première place. Je vais juste vous demander une chose. Vous savez ce qu'on va faire pour qu'on ait le plus de chances possible de gagner. Plus il y aura de monde au stade, plus ça nous aidera. Voilà, c'est le petit message que j'ai envie de passer. Parce que, vous savez, un public, on a de formidables supporters, mais un public nombreux, ça aide vraiment des fois à faire basculer un match. Donc s'il pouvait y avoir beaucoup de monde pour nous aider à faire un truc sympa, ce serait bien. Tout à fait. Surtout qu'ils annoncent en plus du beau temps, donc il y a aucun excuse. Et un dimanche à 15h. Et un dimanche à 15h. On peut même monter au ski et redescendre voir le match. Ça fait un petit peu court, mais voilà, ça fait un petit peu court quand même. Non, mais ils viendront nombreux. Voilà, juste après le match, tous ceux qui jouent le dimanche après-midi peuvent venir au stade, il n'y a pas de souci. D'autant plus que maintenant on circule un peu mieux lors de la sortie. Bon, on a remarqué ça. La chose hyper intelligente qui a été faite, c'est l'entrée directe sur l'autoroute. Donc ça a été des mois de négociations avec les différents services. On a obtenu, et je pense qu'aujourd'hui ça circule beaucoup mieux pour venir au stade et pour en sortir, surtout avec cet accès. Voilà, c'est parfait. Oui, et surtout qu'on peut repartir par l'avenue Sainte-Marguerite maintenant de nouveau. Voilà. Non, mais il y a eu quelques progrès parce que des fois on se pose quand même des questions. Il y a des fois ça marche très très bien, et après pendant 2-3 matchs, hop, changement total. Et ça bloque tout. Là, non, parce et maintenant, ils ont retrouvé la solution. Donc, disons que c'est pas par hasard. On a travaillé des mois là-dessus. Et puis, pour convaincre surtout, je vous dis, ceux qui peuvent nous donner des autorisations, ça a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà. Bon, mais sur ces paroles. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcnradio.info ou sur ogcnice.info. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. On remercie beaucoup de Jean-Pierre Rivière d'être venu. C'est moi qui vous remercie et puis j'espère qu'on aura tous le sourire le dimanche plus possible et dimanche et il y aura une partie de la saison. Mais le plaisir avant tout. Voilà, je voulais aussi remercier Virginie, Nicolas et Michael qui nous ont permis aussi que ça se fasse. Donc on les sollicitera très rapidement. Voilà. Et passez une bonne semaine. Rendez-vous au stade à 15h à l'Alliance Rivera pour Nice-Guingamp dimanche prochain et lundi pour l'émission à 17h. Voilà, allez Nice. Passez une bonne semaine. Bonsoir.